Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans un sujet finance très lié aux États-Unis, finance États-Unis. En fait, tout simplement, voilà, je pense que je vais appeler la vidéo comme ça, donc c'est ce qui vous aura probablement fait cliquer. Cette vidéo va être consacrée à comment nous avons fait, donc moi-même et mon mari, pour économiser 25 000 $ en une seule année, donc c'était l'année dernière, aux États-Unis. Cette vidéo, en fait, va vous permettre de savoir un petit peu quelles sont les petites spécificités propres aux États-Unis qui peuvent permettre, en fait, d'économiser encore plus. C'est vraiment des choses qui sont propres aux États-Unis pour certains trucs. Et donc, j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu centrée là-dessus, puisque c'est des choses qui sont un petit peu différentes de la France et qui peuvent être intéressantes. C'était un challenge dans notre vie américaine de savoir, en fait, tout simplement, qu'on allait devoir débourser une certaine somme un jour ou l'autre. Au travail de Kevin, en fait, on a commencé à lui dire un petit peu, bon, il va falloir penser à faire la carte verte, puisque nous, on aimerait te garder, avoir un contrat un peu plus sur la longue durée. Mais la carte verte venait avec un coût. On nous a clairement dit de faire la carte verte, mais pas un seul centime a été déboursé pour nous dans ce processus-là. On a dû payer nos frais d'avocat et notre carte verte, et en fait je vais pas détailler sur la carte verte ici, mais si vous avez regardé ma vidéo qui explique tout sur le processus de notre carte verte et la somme totale qu'on a dû débourser, vous savez qu'on a dû débourser un peu plus de 15 000 $. On était au courant en fait que ça coûterait à peu près ça, puisque on connaît en fait des personnes notamment d'Amérique du Sud qui vivent à Miami et qui ont obtenu la carte verte après avoir dû payer cette même somme. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore et je suis une expatriée française aux États-Unis, vous l'aurez compris, depuis en fait décembre 2016. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que le sujet des États-Unis, de l'expatriation, finance, voilà, je vous parle argent et tout ça ici aussi, puisque quand même quand on s'expatrie, on aimerait savoir un petit peu comment ça se passe niveau monétaire, n'est-ce pas? C'est obligé, ça a des conséquences, la vie est différente et c'est toujours intéressant de le savoir. Enfin bref, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et à activer la cloche et les notifications machin chose là pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On va se lancer dans le vif du sujet et la première chose que je vais vous dire, c'est qu'aux États-Unis tout se négocie. J'en parlais encore avec une expat il y a quelques jours. Audrey, si tu passes par là, coucou. Coucou, coucou. On parlait d'assurance voiture. Genre le truc voilà, auquel je ne pensais plus depuis longtemps, et finalement on paye 150 $ par mois quand même pour une assurance voiture. Et je parle avec d'autres expats et je vois en fait que certaines personnes payent beaucoup moins que nous parce que négociation. Donc là je me dis l'assurance voiture, c'est vrai, je n'y pensais plus, mais il serait peut-être temps que j'aille négocier mon contrat d'assurance voiture. C'est en cours, là toute la semaine je travaille, j'ai pas trop le temps. Autre chose qui se négocie pas du tout en France, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait c'est les opérateurs internet, téléphonie, tout ça. Faut dire qu'en France quand même, avec Free et Bouygues aussi je crois, vous avez des offres parfois pour avoir internet chez vous pour seulement 20 €. C'est pas du tout le cas aux États-Unis. En fait ici ils ont tendance à te faire des contrats pour internet. Ok, par exemple, tu veux la fibre chez toi, tu prends la fibre, on te fait 50 $ par mois pendant un an et après 70 par mois pendant tout le reste de ta vie. Alors en fait ce qu'il y a, c'est que le contrat il faut le renégocier tous les ans, donc en fait ce qu'il faut faire c'est appeler, et là tu dis Hi, I would like to talk to the resiliation service, quelque chose comme ça en fait, pour résilier. Tu peux être carrément direct en fait, leur dire tout simplement en fait c'est trop cher, je suis en train de penser à quitter, oui d'ailleurs j'aimerais bien en fait tout simplement arrêter le contrat avec vous. Et là en fait magie, ils vont te proposer un tout nouveau contrat, ils vont peut-être te dire ah mais pour le même prix vous pouvez avoir une connexion encore plus importante, ou alors ils vont te dire enfin ce que je peux vous proposer c'est que au lieu de payer 70 par mois, je vous propose 40 par mois. Donc voilà, tous les ans il faut appeler l'opérateur et négocier. C'est pareil pour les forfaits téléphone, vous pouvez négocier un petit peu. Tout en fait aux États-Unis se négocie. Sachez aussi qu'à l'hôpital, quand vous avez une facture, ou même chez un docteur, etc., quand vous recevez une facture, en fait, c'est pas la facture définitive, hein. Si tu la payes pas, il y a un moment, ils vont te proposer une facture réduite, et tu peux aussi tout simplement négocier avec l'hôpital 10 000 $, mais c'est énorme, vous vous rendez compte? Et puis là, d'un seul coup, comme par magie, ta facture elle passe de 10 000 à 2 000 $, on ne sait pas comment. Mais voilà, tout aux États-Unis est négociable. Bon, si vous allez au restaurant et que vous essayez de négocier la facture, là par contre ça va pas marcher. Mais tous les trucs d'un point de vue facturation, des choses un petit peu obligatoires dans votre vie, vous avez vu ce qu'on a cité. Assurance voiture, facture d'hôpitaux, de docteurs. Je pourrais citer là aussi l'assurance santé, les tarifs sont un peu différents pour tout le monde, je suis quasiment sûre.
J'avoue, l'assurance santé, j'ai jamais essayé, mais je suis sûre qu'il y a des possibilités de... Voilà, personne ne paye la même chose pour l'assurance santé. Vous allez me dire, bah comment c'est possible? Bah, à mon avis, certaines personnes négocient. C'est une façon, en fait, tous les ans, on essaie de voir un petit peu ce qu'on paye tous les mois et qu'est-ce qu'on pourrait donc négocier un petit peu, parce que chaque chose, en fait, que tu vas pouvoir enlever de tes dépenses mensuelles, ça va représenter quand même beaucoup sur l'année, surtout si tu fais ça consciencieusement toute l'année. Et ça va rejoindre le numéro 2, le budget complètement millimétré. Et là, je vais vous montrer tout simplement la petite balance revenus et dépenses, surtout la colonne dépenses. Et vous allez voir que j'ai absolument tout millimétré. Alors, par exemple, pour Netflix et Hulu, je n'aime pas avoir 2 services de streaming en même temps, d'autant que là, quand j'ai renégocié en fait mon contrat internet, ils m'ont proposé la fibre plus HBO Max, qui est aussi une plateforme de streaming du type Netflix, gratuitement pendant 1 an en fait. Je paye désormais 50 $ pour la fibre et accès à HBO Max, alors que j'étais à plus de 60 $ pour une connexion internet bien plus basse que ce que la fibre offre, et sans HBO Max bien sûr. Donc ça, j'ai renégocié il y a à peu près 1 mois, donc c'est beaucoup mieux comme ça. 50 $ par mois pour la fibre aux États-Unis, c'est franchement très correct, mais tout est millimétré. Voilà, internet que j'ai renégocié récemment. Il y a les téléphones dedans. Les téléphones, c'est pareil, c'est cher ici, mais on met ça dans une sorte de bundle, c'est-à-dire que mon numéro est lié à celui de Kevin, c'est dans le même compte, et donc le fait qu'on a un multi-compte, on a un discount, et le fait aussi qu'on fait le prélèvement automatique, on a encore un discount par-dessus, donc on économise au total plus 15 ou 20 $ je crois au total sur le montant de la facture ça devrait être si nos 2 comptes étaient séparés en fait. Et on n'a pas du tout illimité, hein. C'est juste ici, comme je vous dis, c'est très très cher, mais on essaie de minimiser au maximum. Tout simplement en fait, le fait de faire un budget, de noter vos dépenses mensuelles et que vous escomptez en fait selon tous vos trucs obligatoires, et mettre un petit peu ce que vous autorisez en quelque sorte dans ce qui n'est pas obligatoire, donc autre que les factures essentielles dans votre vie, ça permet en fait de en avance ce que vous savez qui ne sera pas utile, la portion de votre salaire qui n'est pas censée être dans ces dépenses là, vous pouvez la mettre tout de suite sur les comptes épargne. Contrôler ces dépenses au maximum, ça permet vraiment de faire de très très belles économies, et aux États-Unis c'est très 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 important, notamment quand on sait qu'on utilise beaucoup les cartes de crédit ici, et donc ça peut aller vite pour quelqu'un qui a tendance à dépenser facilement, de ne pas forcément voir trop les dépenses, utiliser un peu toutes les cartes de crédit, et puis après... n'en parlons pas. Numéro 3, les offres spéciales aux États-Unis. En fait, il y a souvent des histoires de si tu ouvres un compte chez telle ou telle banque, ils vont en fait te donner une certaine somme. Alors, il y a des petites conditions, comme il faut mettre tel montant, ou alors il faut avoir un direct deposit. Donc en fait, tu sais, quand par exemple ton travail, il te fait un virement directement sur ton compte, il faut mettre ça en place en fait. Mais par exemple, nous, on avait pu aller chez Chase, on est normalement chez Bank of America, on avait pu ouvrir un compte chez Chase et gagner 600 $ rien que par le fait d'ouvrir un compte chez eux, courant et épargne, en respectant leurs conditions bien sûr. Donc 600 $ qui sont arrivés comme ça, juste parce qu'on a ouvert un compte chez eux. Et d'ailleurs, dans ces offres spéciales, je vais aussi inclure les offres spéciales en rapport avec les cartes de crédit. En fait, aux États-Unis, quand tu ouvres une carte de crédit, si tu passes par internet, souvent il y a des offres. Pour reprendre cet exemple avec la banque, en lien avec la banque Chase, ils ont une carte de crédit voyage, et si tu t'inscris pour avoir cette carte de crédit et que tu es approuvé, si tu dépenses 4000 $ dans les 3 premiers mois, je crois qu'ils t'offrent en fait 60 000 points. 60 000 points peuvent être récupérés en cashback, donc en argent directement sur ton compte courant, et là tu récupères 600 $, ou alors tu les utilises directement vu que c'est une carte voyage pour t'offrir des voyages, et en points voyage, 60 000 points ça représente à peu près 750 $ en fait. Donc voilà, faut les dépenser les 4000 évidemment, mais il faut savoir que vous pouvez tout passer sur une credit card. Vous pouvez même en fait passer votre loyer si vous voulez. Alors attention, pour le loyer, ils prennent quand même un petit peu de frais, généralement autour de 2%. Mais si vous voulez vraiment en fait bénéficier de ces offres là quand vous ouvrez de carte de crédit, vous passez les dépenses que vous auriez eues de toute façon. Vous récupérez tous les points, le cashback ou peu importe ce que c'est. Et puis après cette carte, si elle vous sert pas, vous vous en servez pas. Mais voilà, les bonus en fait de carte de crédit qui permettent d'accumuler des points.
Ce qui fait que s'il y a une dépense voyage dans 6 mois, nous par exemple on sait qu'on a tellement de points avec les cartes de crédit qu'on ne paiera rien du tout pour ce voyage en question. Alors que si on n'optimisait pas comme ça nos cartes de crédit, on devrait payer notre voyage nous-mêmes, et même si on est économe, on adore voyager, on voyage quand même de temps en temps bien évidemment. Donc ça, encore un truc d'économie qui est possible aux États-Unis, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu en fait toutes ces possibilités ici, même s'il faut être prudent avec les cartes de crédit, etc. Quand on les gère bien, c'est magnifique. Et d'ailleurs, là, je vais encore vous associer une vidéo à ce que je suis en train de dire. Ma vidéo on vit à crédit, les cartes de crédit aux États-Unis, je vais la mettre juste là si c'est un sujet qui vous intéresse plus que ça. Numéro 4, le loyer. Alors là, en fait, donc conseil important aux États-Unis, c'est qu'en fait, vous savez, ma communauté, donc encore une fois, si vous voulez voir un petit peu les spécificités des communautés aux États-Unis, ma communauté en particulier, je vous fais le tour de ma communauté et de mon appartement dans une vidéo juste là. Ce qui se passe, c'est que nous, en fait, on est arrivé dans cette communauté quand on est arrivé en décembre 2016, donc, et on est toujours resté dans le même appartement. Aux États-Unis, c'est très rare de voir quelqu'un qui fait ça. Les contrats, en fait, dans les communautés ici, c'est 7 mois ou 1 an. Et beaucoup, en fait, à l'issue de ce contrat, partent dans une autre communauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a souvent ce qu'on appelle des move-in specials, c'est-à-dire que si tu emménages à tel ou tel endroit, parfois ils font par exemple 1 month rent free, 2 months rent free, ça veut dire 1 mois offert, voire 2 mois offerts quand on emménage en fait dans quelque part de nouveau. Alors nous on a toujours, je pense, un petit peu eu la flemme de devoir louer un camion de déménagement, déménager, mais en soi, 1 mois de loyer à Miami, ça représente quand même pour nous 1560, et dites-vous que c'est quasiment impossible en fait de payer moins que ça. À Miami, 1500 pour son loyer, c'est vraiment la base quand tu veux un appartement avec une chambre. Bref, voilà encore un moyen d'économiser. Alors ça, c'est pas un truc qu'on a utilisé personnellement, mais quand je vous disais que tout est négociable aux États-Unis, le loyer l'est aussi. Et il faut savoir que notre communauté actuellement, elle coûte normalement plus cher que ce qu'on est en train de payer en ce moment. Quand je vous dis 1560 ici, ce n'est plus le prix que paierait quelqu'un qui emménage. Alors certes, quelqu'un qui emménage demain va avoir probablement le move-in special, voire ils font aussi le truc de parrainage, c'est-à-dire que si nous on parrainait par exemple un ami qui viendrait emménager dans cette même communauté, généralement ils offrent une certaine somme, ça peut être par exemple l'équivalent d'un loyer. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire du coup? Oui voilà, le loyer se négocie. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaie simplement de renégocier à chaque fois notre loyer, donc c'est jamais aller à la baisse, mais on a réussi à le garder stable, c'est-à-dire on payait en fait 1530 en arrivant fin 2016, on paye aujourd'hui 1560, sachant que les prix de notre communauté actuelle, je vais vous les mettre juste là pour un appartement, une chambre, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble en ce moment même si quelqu'un emménage. Les prix montent vraiment beaucoup. Mais voilà, en fait, quand tu restes, ça leur fait quand même un appartement qui est occupé. Et puis, il y a tellement d'appartements ici qu'il y en a parfois des libres. Ça les arrange. Donc, il faut négocier. Il faut pas trop négocier. Il faut pas non plus abuser, vous voyez. Hein, parce que sinon, ils vont vous dire, bon, écoutez, sinon, vous partez. Mais il y a des façons, en fait, de faire quand même... oui, on est là depuis longtemps, on aimerait rester, on a toujours payé à temps. C'est vrai que là, le nouveau tarif que vous nous proposez, c'est un petit peu élevé. Nous, voilà, ce qu'on paye en ce moment, c'est déjà beaucoup. Enfin voilà, on fait un petit peu les pleurnicheurs, mais attention, on est des bons payeurs, on paye bien, tout ça, tout ça. Et généralement, ça fonctionne. C'est vrai qu'avoir une augmentation de loyer même de 100 $ par mois, je vous laisse imaginer, sur l'année, c'est déjà 1200 $ de perdu en fait. Hein. C'est énorme. C'est au numéro 4, le loyer. Maintenant, numéro 5, la voiture. Là encore, je vais vous référer à ma vidéo choix d'une voiture. Je vais pas définir ici, mais en fait, il faut savoir que aux États-Unis, la voiture, c'est une dépense très importante pour beaucoup de gens. Beaucoup, en fait, aux États-Unis, adorent acheter des voitures neuves, ou même pas forcément neuves, d'occasion, mais de beaux modèles de voitures qui vont coûter facilement, en fait, à rembourser 500 $ par mois, sans compter l'assurance, sans compter les éventuelles réparations. En fait, ça peut vite devenir un gouffre financier. Nous, clairement, on a choisi le pratique, l'avantageux, pas forcément le design le plus amélioré du monde, mais on a choisi, en fait, l'aspect financier et l'aspect reliability et l'aspect efficacité en fait avant toute chose, la voiture étant une dépense très, mais quand je vous dis très élevée, c'est vraiment le cas. Hein. Les Américains, c'est vrai que quand vous êtes dans les rues, en fait, même à Miami ou n'importe où aux États-Unis, les voitures paraissent globalement toutes neuves. C'est rare de voir quelqu'un conduire avec une vieille voiture comme la Nissan de 2005 qu'on a. Les gens ont de belles voitures. Et ce n'est pas synonyme de gros moyens forcément. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a, par exemple, une Jaguar est riche. C'est juste que les gens sont prêts à s'endetter en fait
pour une jolie carrosserie aux États-Unis tout simplement. Numéro 6, minimalisme global. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vais les mettre ici. Surconsommation est omniprésente. Si tu te laisses tenter en fait par, je sais pas, par exemple aller au bureau, aller au travail et commander Uber Eats et faire venir ta nourriture tous les jours, tu vas en avoir facilement pour 10 $ pour un seul repas tous les jours, ça multiplié par tous les jours de la semaine, multiplié par le mois, multiplié par l'année. Pareil pour ceux qui ont tendance à prendre leur petite voiture et aller au drive Starbucks pour prendre leur petit déjeuner tous les matins, parfois les deux combinés, etc. Le fait aussi qu'ici tout en fait te porte à sortir ton porte-monnaie, quoi que tu fasses, il y a des gros malls partout, des gros magasins partout, tu peux... En fait, si la surconsommation et si tu as tendance à être attiré par plein d'objets tout le temps partout, les États-Unis, c'est ton paradis et en même temps ça te mène à ta perte en fait. Il y a tellement de choix pour tout et en plus, vous savez, aux États-Unis ils fêtent les saisons en fait. Par exemple pour Halloween, il y a des rayons entiers de décorations magnifiques d'Halloween et il y a des gens en fait selon la période de l'année comme ça, que ce soit l'automne, l'hiver. Alors je trouve ça magnifique hein, mais franchement si tu commences à faire une déco spéciale selon toutes les saisons, c'est trop beau mais ça revient aussi cher et en fait les États-Unis, voilà, société de surconsommation, ils ont compris ça hein, les décos Thanksgiving, les décos Halloween, les décos à Noël, les décos pour tout en fait. Pour le 4th of July, il y a des trucs tout le temps. Et en fait, c'est vraiment le truc de faire dépenser en fait par saison, comme ça, les gens doivent renouveler, on continue. Tiens, mon torchon, il y a des citrouilles dessus, c'était pour Halloween, là c'est bientôt Noël, il va falloir que j'achète celui avec les petits bonhommes de neige. Nous, on est devenus minimalistes ici, puisqu'on a pris conscience en fait, en voyant cette surconsommation au quotidien de tout ça, alors que je trouve ça trop beau, mais voilà quoi, minimaliste, j'évite d'acheter trop, ça fait du bien à mon porte-monnaie, et au final, ça fait du bien aussi à la planète, alors... Voilà. Donc, je pense que je vais terminer cette vidéo maintenant. Et pour vous donner une petite idée de nos objectifs, tout ça, là, notre objectif, c'est vraiment de nous tenir à notre budget nouvellement créé. Je reviendrai un petit peu là-dessus dans une prochaine vidéo, plus en détail, je pense. Mais en gros, là, avec mon nouveau salaire, qui est quand même plus avantageux que le cinéma, dans le sens surtout où là, j'ai une semaine fixe, en fait, avec des horaires garantis. C'est pas il y a un mois, il y a tellement de choses que je vais faire 60 heures par semaine et que je vais être carrément bien payée, et il y a un mois en fait comme là c'était devenu un petit peu avant Covid où avec le ciné c'était un petit peu catastrophique dans le sens où on n'avait plus assez d'heures donc j'étais plus payée assez pour que mon mari et moi puissions atteindre en fait nos objectifs financiers. Là j'ai la stabilité avant tout, donc le salaire est plus gros et j'ai la stabilité et la garantie de faire mes 40 heures par semaine. Aux États-Unis c'est 40 heures, vous savez. Voilà, l'objectif là ça va vraiment d'être 50% d'utilisation de nos revenus. On va voir si on peut s'y tenir. Bien seulement si vous avez tout suivi avec mon tout dernier vlog, tout ça, de commencer ce nouveau travail. Donc pour l'instant c'est des objectifs sur papier, on va voir si on s'y tient en réel. Il n'y a pas de raison, cela dit, on a réussi, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, à économiser 25 000 $ l'année dernière alors que j'avais mes revenus du cinéma. Alors c'est vrai que l'année dernière, le cinéma, il n'y avait pas encore toute cette pandémie, Covid, etc. Donc ça marchait plutôt bien. Sachez aussi qu'aux États-Unis, c'est normal, on a des salaires plus gros et on économise, on a la potentialité d'économiser peut-être un peu plus comme ça. C'est aussi parce qu'ici, il faut qu'on se fasse notre compte retraite tout seul. Faut pas se dire, tiens, j'ai la possibilité d'économiser ça, mais non, je vais juste m'acheter une plus grosse maison, plus grosse piscine. Regardez ma vidéo sur la retraite si vous voulez comprendre un petit peu tout ça, mais c'est très important. C'est pas l'État qui vous donnera la retraite par l'État ici, selon vos revenus, ça peut représenter que 30%. Donc faut vraiment pas compter sur la retraite de l'État aux États-Unis. Ici, tout le monde sait, c'est un fait avéré que voilà, chaque personne est responsable de sa retraite. Donc il est très important de créer son compte, de créer son ou ses comptes retraite pour ne pas se retrouver à devoir continuer de travailler en fait à 60, 65, voire 70 ans, voire plus. Certains ici travaillent en fait jusqu'à leur mort tout simplement et c'est horrible. Et c'est vraiment pas à souhaiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur Instagram, mon Instagram c'est Aurora Miami. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Donc en cliquant sur le bouton rouge juste là, super facile, pouf, c'est fait. Et bien sûr, à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.